puisqu'il y a une application mobile assez évoluée qui va te mettre en relation avec un chauffeur, même تكون الموقع تاعك l'application va voir شكون هما les chauffeurs يسدها قراب عليك قرب منك et quand tu commandes تشوف le prix ويساعدك le prix tu lances la commande le chauffeur عنده la position géographique تاعك ويجي لك عندك directement راك وثق انه جاي عندك un chauffeur اللي راح يفدك ويديك la place تاعك le chauffeur sait déjà où راك رايح avant même de te rencontrer. Ça يا جماعة c'est ce qu'on appelle une disruption de marché. Ça, qui traite Yassir ou Uber, parce qu'en fait Yassir n'a rien inventé, c'est un principe américain qui a été copié en Algérie. Le vrai disrupteur de la Flakaya, c'est Uber. Lorsque Yassir est rentré dans le marché du VTC algérien, il a explosé la concurrence. Tout simplement, il a changé la manière de consommer un taxi. Tout simplement. Euh, bon, on n'a pas beaucoup d'exemples de disruption de marché en Algérie parce que ça reste encore un marché assez vierge, et assez timide et le e-banking n'est pas aussi évolué que l'Europe, donc par conséquent la consommation de services va être un petit peu freinée. Mais si on prend beaucoup d'autres exemples à l'Occident, on verra qu'il y a eu beaucoup de disruptions. Par exemple, Netflix. Netflix, il a fait une distribution de marché. Le marché de la location des cassettes vidéo, dans le marché de la consommation de produits de télévision. عادة الناس ما تفرجش تلفزيون يقول لك انا ما نقدرش نستنى سمانه باش نشوف حلقه لازم يكون هذاك النهار قدام تلفزيون على 9 تاع الليل باش ما تفوتنيش الحلقه واذا فاتتني الحلقه je peux pas comprendre الحلقه اللي تزيد etc. Netflix propose de pouvoir regarder sa série quand on le veut et autant d'épisodes qu'on le veut en général. Donc, hein, c'est quelques séries où il t'oblige d'attendre une semaine, mais il ne te dit pas qu'il faut être présent devant ta télé pour pouvoir consommer le produit. Tu peux le consommer à la vitesse que tu veux. Non, bref, Netflix était un élément disruptif dans le marché de la consommation de produits télévisuels. On peut penser aussi je sais pas, Amazon, oui, Amazon était un très grand disrupteur de marché. C'est lui, en fait, qui a quasiment créé le e-commerce sur Internet. Pour pouvoir acheter un produit, les تتحرك physiquement vers un local. Oui, tu peux acheter un produit. Bon, il y avait aussi la vente par correspondance. Oui, tu fais des produits. Oui, donc, بعت لي الصور الفبرية وعطيني l'adresse تاعك ولا الحق عليك الدار. Mais c'était fastidieux. Il faut déjà descendre de chez soi, aller vers une boîte à lettres, mettre la lettre, attendre, etc. C'est quoi le statut de notre commande, est-ce que etc. Qui te permet de payer la livraison. Cash on delivery, c'est maintenant cash on delivery, c'est ce qui marche beaucoup en Algérie. Cash on delivery, maintenant c'est la livraison. Amazon a changé ça. Donc, avec la carte bancaire, tu payes ton produit depuis chez toi, tu ne bouges jamais de chez toi et le colis arrive jusqu'à chez toi. C'est un game changer, c'est un disrupteur dans la façon de consommer tout court en réalité aux États-Unis. Kif kif avec Uber Eats, la livraison de, de nourriture à domicile. On peut penser aussi dans le domaine du jeu vidéo, de jouer en ligne, de pouvoir consommer ces logiciels directement de manière non matérialisée, etc. Mais ça, on va en parler plus tard lorsqu'on va détailler les différentes stratégies économiques. Donc, comment on fait progresser la société en transformant une idée en projet? Ça, c'est pas simple parce que déjà, il faut bien connaître la société. Beaucoup de créateurs de start-up croyaient connaître la société, croyaient connaître un besoin de la société, investissez beaucoup pour transformer une idée en projet. En bas, quand ils lancent, personne n'utilise le produit parce que le besoin était exagéré, donc il a été surreprésenté. Les clients qui étaient vraiment dans le besoin n'étaient pas en nombre suffisant pour pouvoir générer un gain intéressant pour la société, pour la start-up. Dans un très grand nombre de cas, les entrepreneurs se lancent pied en tête dans la création d'un produit lié à un besoin qu'ils ont identifié. Souvent, ils ont rencontré eux-mêmes ce besoin, soit comme professionnels, soit comme consommateurs. La tentation est grande de réaliser ce produit et de le tester sur le marché. La mode est en ligne startup, consistant à tester son produit dans des phases aussi amont que possible pour corriger éventuellement le tir en fonction du feedback des clients.
La ligne startup, c'est une technique de création de produits, de prototypage, qui est directement tirée du prototypage en génie logiciel avec ce qu'on appelle le développement itératif en spirale, où on génère un maximum de prototypes qu'on va présenter le plus possible au client final pour que ces retours très tôt en amont dans, dans le cycle de développement puissent nous permettre d'améliorer le produit. Pourquoi? Parce que les anciennes techniques en cascade, en V, etc., c'est que lorsqu'on détectait par exemple un problème conceptuel dans la phase de développement, dans la phase de test, c'était très compliqué de corriger le problème. Imaginez un problème conceptuel que tu découvres en test vers la fin du projet, c'est carrément parfois refaire le projet à zéro. Avec une approche en spirale qui m'a allé, à chaque fois tu proposes des trucs au client qui va valider, tu diminues grandement la probabilité باش يكون عندك un problème conceptuel وبالتالي راح تكون عندك une agilité في le développement تاعك et tu pourras répondre très rapidement aux différentes sollicitations du client et tu vas être élastique. Et c'est exactement le principe, l'idée de l'agilité qui a été prise dans le domaine de la startup, parce que la startup, c'est pas que du logiciel, hein, ça peut être aussi un produit qu'on va industrialiser. Donc, imaginons que je suis en train de travailler sur un téléphone révolutionnaire, c'est ماشي نخدم عليه عامين ومن بعد كي نخرج le produit, on tester في الناس. Là, dès le départ, je vais tester sur les gens. Dès le départ, je vais demander à un panel de personnes d'utiliser des versions très, très early, on va dire très tôt, des prototypes très tôt dans le process de création, et je vais prendre en compte leur, euh, leur backup, leur feedback plutôt, leur feedback pour pouvoir améliorer le produit le plus possible. Il se trouve que l'absence le besoin du marché est la première cause des échecs de start-up. Donc, autant éviter le plus tôt possible ce genre de devoir. Et c'est vrai, parfois on croit savoir qu'il y a un besoin alors qu'il n'existe pas. Les problèmes exprimés ou latents des clients s'articulent souvent autour de trois dimensions. Gagner plus ou dépenser moins. Il faut savoir, il y a un adage très connu, comment est-ce qu'on peut faire gagner une entreprise? Soit on lui fait gagner plus d'argent, ça veut dire carrément on va lui proposer quelque chose pour gagner plus d'argent, soit on l'a fait dépenser moins. C'est comme si on a plus. Donc c'est pour ça que les entreprises ou les foyers, on va leur proposer des produits qui soit leur permettent de gagner, soit de ne pas perdre. Donc l'auteur dit que voilà, ce qui est vrai pour les foyers est aussi vrai pour les entreprises. Si vous vendez quelque chose aux entreprises et que vous ne pouvez pas chiffrer le bénéfice économique de votre solution dans le langage du client, vous aurez des difficultés à vendre ça. Si vous êtes devant un patron d'entreprise pour lui proposer par exemple un système, un logiciel, il faut pouvoir quantifier soit directement, soit en lui disant ok, quand tu utilises mon système, là tu économiser 10%. 10% مش راح تصرف. chaque achat راك تصرف في العام يقول لك 1 مليار، يقول لك انا جيت 100 مليون. À partir de cette économie تاع 100 مليون انت بدات تعرف شحال قيمه اللوجيسيال راح تبيعه. Donc c'est soit on va permettre aux foyers ou aux entreprises de gagner plus d'argent ou d'en dépenser moins, soit carrément de leur faire gagner du temps ou de ne pas en perdre. Parce que tout simplement, le temps c'est de l'argent. Faire gagner du temps à une entreprise, c'est lui faire gagner de l'argent. Et parfois aussi pour les gens, pour les citoyens, bon, c'est pas pour tout le monde, mais parfois faire gagner du temps à quelqu'un, c'est lui permettre de gagner plus d'argent. Voilà. Et surtout, bon, là, on va entrer les émotions, les sentiments. Quoique là, je suis un petit peu contre l'aspect sentimental, le pragmatisme de création d'une startup. Mais les auteurs de ce document sont romantiques. Et surtout, c'est vivre des émotions positives avec des contenus, des relations interpersonnelles, etc. Des produits design, des produits qui vont aider à rester en forme et qui aident à la réalisation de soi. Ouais, d'ailleurs, bon, en fait, ce qu'ils disent, c'est que le produit lui-même va produire des émotions positives. Je mélange un peu, c'est pas la start-up, c'est plutôt le produit. Donc, c'est vrai, pouvoir créer un produit qui donne des émotions positives aux clients est un facteur extrêmement important.
c'est vrai. Dans l'entreprise, l'émotion attendue et la tranquillité. Donc, par exemple, tu produis un système de sécurité à la pointe de la technologie et que tu l'installes dans une entreprise, le patron il est responsable de sécurité, il peut dormir sur deux oreilles, incident puisse se passer, quoique qu'un incident ne se passe pas est impossible, c'est impossible de, déjà, premièrement, la menace existe toujours, il n'y en a aucun moyen d'enlever la menace, mais la vulnérabilité, on peut la faire baisser, mais jamais à zéro. Donc en réalité, en l'occurrence, un incident qui est un spécialiste, c'est ce qu'on appelle un produit de probabilité entre le produit, la probabilité qu'une menace existe multipliée par la probabilité qu'une vulnérabilité existe. Le produit ADA, c'est le risque, c'est la probabilité d'incident. On peut faire baisser la vulnérabilité qui va commencer à tendre vers zéro, mais on peut jamais face à une menace qui existe toujours en réalité. Une fois que l'on a bien détourné le problème à résoudre, on identifie sa valeur pour le client. Combien d'argent perd-il à ne pas résoudre ce problème? Combien de temps? Quelle valeur émotionnelle de perdu, etc. Puis on identifie le volume du problème, à savoir le nombre de clients qui ont ce problème. Et segmenter ensuite ces clients par taille, typologie de sous-problème, etc. C'est seulement une fois ce raisonnement fait que on peut commencer à parler de stratégie économique. Parce que c'est vrai, quand on y réfléchit bien, quand on y réfléchit bien, euh, pour pouvoir dire est-ce que je vais être gagnant sur un produit, imaginons que le produit est 500 millions, à produire, et que l'article par exemple 1 million 200, et que pour être rentable لازمك تبيع 1000 حبه صافي لازمك تدخل مليار و200 وبالتالي تدخل 200 مليون فايده باش تغطي لك الخدامه باش enfin pour payer certains charges et surtout pour ça باش تشوفها بلي ça vaut la peine de se lancer dans le projet. de كما تلحقش ال 1000 مبيعه tu es perdant et par conséquent ben, il vaut même pas le coup, ça vaut même pas le coup de faire le projet. Donc il y a un calcul à faire pour savoir est-ce que le projet vaut le coup. D'accord? Il ne suffit pas juste qu'il y ait une demande, il faut aussi que la valeur générée soit intéressante pour vous. Est-ce que il y a un mine, est-ce que c'est intéressant? La question se pose. Il y a des gens qui disent oui, c'est intéressant, dégager 10 000 c'est bien. Il y a qui disent c'est insuffisant, je ne peux pas dire وقتي والحياة العائلية وكذا على 8 millions par mois. C'est des visions. Maintenant, on va voir un petit peu le, le, le schéma هذا. On va voir un peu le schéma هذا. Donc là, on a une situation, on a une solution. Et c'est lorsque la solution va être déployée sur le marché. Donc le problème ici, ça peut être, on peut soit essayer d'économiser ou de faire gagner de l'argent, soit faire en sorte de ne pas perdre de temps, soit une valeur émotionnelle générée par le problème. D'ailleurs, on va voir combien y a-t-il de clients concernés. Et ici, quelles sont les solutions existantes, quels sont les concurrents, est-ce que ça existe déjà ou pas. Donc, à l'office, ils vont nous donner quel est le problème auquel on fait face. Les clients concernés, on peut leur faire une segmentation pour essayer de voir, même bad, est-ce qu'il est intéressant de continuer dans le projet. Le problème va pouvoir nous donner, grâce au problème, on va pouvoir imaginer une solution. Et le problème, grâce au problème, on va pouvoir imaginer combien on peut gagner d'argent. Et en fait, combien on peut gagner d'argent, c'est combien tu vas vendre le produit que tu vas faire après, multiplié par le volume du problème, la segmentation des clients concernés. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Lorsqu'on va, dans sa segmentation, la valeur du problème, on va créer la solution. La valeur du problème va nous donner le prix et revenu potentiel. Le volume du problème avec la segmentation va nous donner combien de clients potentiels je peux te
toucher. Et une fois que j'ai un produit qui est issu directement de labo et techno, la segmentation, le produit, le prix de revient et le modèle de vente, bien, on va faire un plan marketing pour essayer de euh, fixer un prix à ce, à ce nouveau produit qu'on va introduire dans le marché. Donc, euh, répondre à la problématique de combien on va vendre, etc., c'est un problème complexe. Il y a pas mal de choses. La segmentation des clients concernés, l'estimation de la valeur du problème, l'estimation du volume du problème dans les segments qu'on a identifiés, les laboratoires, la technologie, il y a pas mal de choses à voir. Là, imaginons, Billy, voilà, on arrive à l'étape du plan marketing et vente. Ah, voilà, maintenant, je dois réfléchir à la question de comment je vais gagner de l'argent. Ici, pour répondre à cette question, on va répondre aux questions du modèle économique, c'est-à-dire la manière dont une startup va générer du chiffre d'affaires. C'est une préoccupation permanente pour de nombreux entrepreneurs. Et c'est tout à fait logique. Un entrepreneur a des responsabilités. Il doit payer des salariés. Les salariés بالعائلات ما يكلش في آخر الشهر يديو شهريتهم. كاين des devoirs envers l'État, qu'il y a des impôts à payer, qu'il y a des charges à payer, qu'il y a des cotisations à les retraites, à les assurances, il faut protéger les gens, qu'il y a les mortaux, etc., etc. Ça, c'est des préoccupations vraiment qui se renouvellent quelque chose. C'est pour ça qu'on a dit que être seul dans une startup, c'est très difficile. Gérer l'aspect, gérer la technologie, gérer le commercial, c'est un peu difficile. Et en général, il y a quelqu'un dans le staff des fondateurs qui va s'occuper spécifiquement de tout ça, de relations, des RH, etc., des ressources humaines, etc. Si dans certains secteurs, il n'y a pas de doute sur le modèle, il arrive parfois qu'on se pose la question, comment je vais faire pour gagner de l'argent? Voici 5 exemples de business models qui ont déjà fait leurs preuves et dont vous pouvez vous inspirer si vous recherchez votre business model en tant que startup. Et en général, à Doma, les 5 généraux, les Kainin, bon, Kainin qui sont un peu plus extravagants, ils sont plutôt rares. Je vais vous donner une bête d'un genre de business model vraiment extravagant qui a été créé en Corée du Sud. Il y a une petite blague, voilà, comment gagnez-vous de l'argent? Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à ça. Mikalo Yak quand même prévu de gagner de l'argent. C'est ça en fait. Ça vous paraît ça vous paraît être une blague, mais quand je parle avec des petits jeunes en Algérie qui veulent créer leur start-up, la question de comment je gagne de l'argent, ils se la posent très en retard. Ouais, il est pris par l'élan de la passion de créer le produit. Ah, tout contre le produit, mais il n'a à aucun moment encore réfléchi à comment gagner de l'argent avec son produit. Il ne sait pas encore comment il va gagner de l'argent. Il laisse ça à la toute dernière seconde. Et très souvent, à la toute dernière seconde, il se rend compte que son business model n'est pas fiable. Et par conséquent, qu'il est en train de perdre de l'argent. Et par conséquent, que, il fallait pas commencer le projet du tout. Donc, euh, quels sont les business qui existent? On va commencer par les plus anciens, comme le business model des enchères. C'est quoi les enchères? المزايدة. المزايدة. تعرفوا كم eBay? eBay, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un produit que quelqu'un veut vendre, حطوه في المزاد العلني والناس تجي وelle va essayer de surenchérir. معناتها واحد يقول نديه بمليون، واحد يقول لك نديه بمليون، 200 etc. دونك هنا راح تكون فيها مزايدة، راح تكون فيها مزايدة وفيها مدة زمنية محددة. كي تخلص هذيك المدة الزمنية محددة، 24 ساعة، 48 ساعة، سمانة، ça dépend واش décide la personne اللي حابة تبيع le bien تاعها. À la fin du temps, celui qui a proposé l'enchère la plus haute هو اللي يدي le produit. Et évidemment, هادو الناس كامل qui ont proposé les enchères عندهم leur carte bancaire enregistrée عند ايباي، معناتها باللي كي تحط انت كلمة باللي تديها بجوج ملايين، ايباي راح يدير لك جوج ملايين. ما كانش تاع مسخرة يقصر. C'était juste pour tester le bouton, il y a des millions vont se retirer. Donc, une fois que le temps est terminé et que eBay dit OK, et dit au vendeur ton produit a été vendu 2 millions, le produit a été vendu. eBay était sold. Donc, ça, c'est le business model des enchères et eBay, justement, c'est le client qui va gagner
grâce au business model des enchères, mais eBay lui-même, il ne va pas gagner grâce au modèle des enchères, il va gagner grâce au modèle des commissions. C'est quoi la commission? Avant même que la personne a déjà fait eBay le produit en vente, eBay راح يقول لها écoutez كي يتباع هذا البرودوي هذا quel que soit le prix اللي راح يتباع به انا راح ندي 10%. معناتها اذا كان تباع بمليون 100,000 نديها انا وانت تدي مليون و900. Et le vendeur, ça ne dérange pas, علاش parce que le كان ما كانش eBay, il est obligé de faire une vente حتى في الحي تاعو وماشي يلقى البري في الحي تاعو كيما البري اللي راح يبروبوزي له في ايباي. بوركوا تو سامبلومون حكينا فيها او ديبار سي ليشيل. انت entre vendre ton produit à 5 personnes intéressées في الحي et vendre ton produit à 500 personnes intéressées في البلاد, c'est pas pareil. Et évidemment, entre les 500 personnes, tu vas trouver des gens qui vont payer plus cher que les 5 personnes في الحي. Et plus rapidement aussi, imagine انت الشيء تاعك هذاك وتقعد تدور به في السواق وتشوف شكون يشريه لك au meilleur prix. Une perte de temps, une perte immense de temps. On a les pertes de temps, c'est aussi perdre de l'argent. Et par conséquent, tu as intérêt à mettre ton produit sur eBay, même si eBay prend un pourcentage, parce que même avec le pourcentage que prend eBay, quand même plus que de كان بعته انت وحدك بمفردك في الاسواق بدون اي مساعده بلا اي كوميسيون تحت دي اقل. C'est sûr. Donc c'est le modèle de commission, c'est quoi? C'est les clients qui vont faire des transactions يبيعوا ويشريوا, et le système qui permet la transaction est une commission de la transaction. Maintenant, eBay existe toujours et le modèle de commission existe toujours, mais le modèle de commission existe surtout sur des plateformes de cryptocurrency, comme Binance, etc. BHD et Binance prend une commission sur les ventes et les achats. C'est là beaucoup d'argent, c'est des milliards de dollars qui se font, juste parce qu'ils proposent une plateforme avec des wallets, avec des portefeuilles de crypto-monnaies. Et par conséquent, n'importe quelle opération est soumise à une commission pour la plateforme. Donc c'est un business model extrêmement intéressant et extrêmement puissant. Ça arrête tu les bacs de volume, le volume qui transite par ton application, c'est directement un gain pour toi. C'est le pourcentage du volume et ton gain net, net, pas net, on va dire brut. Il y a par exemple aussi Litchi. Litchi Hadi, c'est des. Par exemple, عندك صديق راح يتزوج, au lieu باش كل واحد يشري له كادو من جهته, واحد ميكرو اون, واحد تلفزيون, واحد كذا, تقرروا انك تمدوهم له صوارد. au lieu باش واحد بشكاره يفوت على جماعه باش يفوت الصوارد, راح نسميو une plateforme en ligne اسمها ليتشي, où الناس va mettre de l'argent de la carte bancaire. Tu vas créer une راح تقول بلي اوكي هذه لا كوليكت, هذه لا كانت راح يمدوها الانسان الفلاني, والناس وصحاب العريس يبداو يحطوا في ترافير كارت بانكير, وكي يجي يتزوج العريس يلقى اون سوم دارجون كونسيكون تدخل في الكونت بانكير تاعو اللي هو اللي هم صحابه. Et justement, Litchi qui propose des cagnottes collaboratives en ligne, تدي un pourcentage sur chaque مو للسيد هذا. كيف اللي كنهزو حنا المثال تاع ياسير c'est un modèle de commission. معناتها كي تطلع انت في طاكسي ياسير ودير التراجي تاعك وتسلك 50,000 للشوفور, le chauffeur sera obligé de donner حسب معلوماتي 25% Yassir parce qu'il a utilisé la technologie Yassir. Donc Yassir prend 25% de tout le trafic routier généré par Yassir dans les villes algériennes. 25%. Je ne sais pas peut-être le 20% après négociation. En tout cas, arrive à jouer 20-25%. De ce pour Jumia. Oui, ils vont prendre une commission sur la vente dans les produits de la plateforme. Pour l'affiliation, il y a aussi un modèle de données, business model par affiliation. L'affiliation est un business model qui va reposer sur l'apport d'affaires. Ce n'est pas vous qui vendez le produit ou le service, mais c'est grâce à vous que le vendeur réalise la transaction. En fait, c'est ce qu'on appelle smasri. Concrètement, vous faites la promotion d'un livre sur Amazon. Chaque vente de ce livre en provenance de votre site vous rapportera un pourcentage. Entre 8 et 12% sur chaque transaction, c'est Amazon. Les sites recensant les outils fonctionnent ainsi et beaucoup de blogs vivent grâce à cela. Attention toutefois au volume.
Et il faut faire, c'est tout simplement, Smasria, les remissions en ligne, ils vont ramener des clients vers notre site et les sites qui bénéficient une petite marge vers Smasria qui leur a permis de faire de la vente. Et on arrive au business model qui est le futur en fait, enfin c'est déjà le présent et il sera encore plus le futur. C'est le business model par abonnement. En fait, ce qui se passe, c'est que on est en train d'assister à une transformation de tout ce qui est consommation du numérique en général. Dès qu'un faut par exemple Netflix, Netflix, tu peux consommer autant de séries que tu veux H24. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut payer un abonnement. Quelques euros char, et tu as accès à tout un répertoire euh, en ligne. Le business model il est très séduisant. Il y a beaucoup de boîtes dans le monde qui sont de plus en plus intéressées par ce business model. Ce serait très 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 intéressant de faire comme Netflix. Et beaucoup de sociétés s'y mettent. Et dans des domaines très variés et qui vont impacter même حياتنا احنا في المستقبل يعني من نروح si on fait pas si l'Algérie ne travaille pas à améliorer son secteur bancaire pour pouvoir faire des achats en ligne, c'est possible que les Algériens se retrouvent dans ce qu'on appelle une zone blanche technologique où il n'en arrivera plus à accéder aux technologies qui seront offertes par l'Occident. Et je vais m'expliquer pourquoi. De plus en plus de sociétés réfléchissent au modèle d'abonnement parce que le modèle d'abonnement est sûr. Ils mettent un volume d'entrée mensuel euh, stable. Tu as l'abonnement, le client pour consommer un produit, il a le droit de l'utiliser de 15 شهرية. كل شهر يسلك كمية صغيرة من الدراهم. Par exemple, typiquement, c'est ما بين 10 و 20 دولار. Typiquement, ما بين 10 و 20 دولار, حاجة صغيرة pour avoir accès à un service. Ou en général, il y a plusieurs formules, il y a une premium, il y a une gold, il y a et les gold, c'est dans les 60 dollars ou حاجة هكا. Comme un exemple, quel un logiciel qu'on considère comme acquis, on voit Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc, comment est-ce qu'on consomme Word, Excel, etc. La suite Office, de canal Gauri ou Index Word, mais le piratage, la solution, 120 dollars à peu près. Mais 20 dollars à accéder à la suite bureautique Office. Si tu es quelqu'un en Afrique qui n'a pas accès au paiement en ligne, etc., malheureusement, ce sera du piratage. Ça va pirater la suite Office, ça ira illégalement sur ton PC. Et là, c'est un très gros problème pour Microsoft. Microsoft a estimé qu'elle a perdu des dizaines de milliards de dollars de piratage. Et ils sont en train de faire un basculement de philosophie, carrément, de business model. Et au lieu que je vende de ces à Microsoft Office 120 dollars à une personne, je préfère que la suite Office devienne une plateforme web, devient une application web. Dans Word, Excel, PowerPoint, tu vas lui accéder à travers un navigateur. Voilà, c'est possible aujourd'hui parce que les navigateurs sont devenus très puissants. Le JavaScript avec le V8 pour Google est devenu très puissant. Il peut même faire de la 3D. Tu peux jouer en 3D sur les navigateurs aujourd'hui. Donc un logiciel comme Word, Excel, etc., c'est de la pacotille pour lui. Microsoft donc a créé la suite Microsoft 365. Chez Watt, c'est شهرية. كل شهر 10-20 euros. Je sais pas exactement, bec point, bec plus. Pour avoir le droit d'utiliser Microsoft Office en ligne. Ça a ses avantages. C'est quoi l'avantage? C'est ce qu'on appelle l'ubiquité. Quand tu as un document sur Word, fait Office 365, il est dans le cloud. Ça veut dire que quand tu vas changer de PC, il suffit de te connecter sur ton Office 365, quel que soit l'ordinateur que tu utilises, et tu as déjà tes documents. C'est un peu comme Google Docs qui est gratuit. Ce que je crois, ce que je ressens, je pense, hein, dans les prochaines années, je pense que Microsoft ne va plus vendre Microsoft Office en exécutable sur Windows, tout simplement. Elle va obliger tout le monde à passer sur de l'abonnement.
comme Algériens, on aura un problème. Comment est-ce qu'on pourra acheter les abonnements Hado et les payer quelque chose pour pouvoir en profiter? Le fait qu'on ne soit pas, qu'on n'ait pas de possibilité de paiement, de faire le paiement électronique international, le fait aussi que les entreprises n'ont pas de présence yani, commerciale très poussée font que on ne pourra pas consommer ce produit. Et si le Microsoft Office le fait, si Microsoft le fait pour ses produits, et que Google se met aussi à le faire pour ses produits, et que Twitter et Facebook commencent aussi à faire du marketing en vendant les trucs bleus, Haddock, etc., bah, tous les balacs, il faut payer un centime pour publier, etc. Il est possible qu'on se retrouve dans une zone noire, dans une zone blanche technologique, parce qu'on n'a pas accès au paiement en ligne pour le modèle d'abonnement. C'est la même chose qui se passe aussi pour le domaine des jeux vidéo. Plutôt que d'obliger les gens à acheter des consoles Rallye 400 dollars, 500 dollars, ou bien acheter des jeux Rallye 70 ou 80 dollars, Microsoft toujours propose ce qu'on appelle des Game Pass. C'est-à-dire que tu vas payer Shahri avec le char et tu as accès à un catalogue de jeux très très varié et qui pourrait te coûter 1000 dollars à acheter quand même. Moi, ils savent que tu vas pas jouer à tout. Ils savent que tu vas jouer à quelques trucs, tu vas tester quelques trucs qui t'ont arrêté. Toujours est-il que tu vas quand même continuer à payer ton abonnement. Au fait, au bout d'une année, c'est comme si tu avais acheté 5 ou 6 jeux. Et Microsoft, qu'est-ce qu'elle fait? ça, elle va analyser combien de temps les joueurs ont joué sur tel jeu et ils vont payer l'éditeur du jeu, la SEB, le pourcentage d'utilisation, le pourcentage de jeu de la communauté, fait le service. Le futur sera abonnement. Kiff kiff avec ChatGPT, avec la révolution des modèles de langage, ChatGPT, Bard, Llama et d'autres technologies qui arrivent de Chine, qui arrivent aussi d'Amérique latine, etc. D'Europe aussi. Hado, à terme, si tu ne payes pas, tu vas avoir une version très faible de l'intelligence artificielle. Et pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment bien, il faudra payer. Par conséquent, on n'aura pas accès à un produit de qualité parce qu'on ne peut pas payer un abonnement. Même si on pouvait le payer, ça serait compliqué parce que le niveau de vie, parce que la conversion, parce que c'est cher, etc. La seule solution, c'est que les sociétés ouvrent en Algérie et proposent des formules qui machin au niveau de vie algérien. Voilà, mais ça reste le futur. Ça reste la projection du futur. C'est possible que ça ne se passe pas, mais ce qu'on regarde, ce qu'on voit aujourd'hui, le futur, c'est ça, c'est l'abonnement partout. Pour accéder à n'importe quel service, tu dois payer un abonnement. Et, ben, si tu ne payes pas, tu vas avoir un service au rabais dans lequel tu seras très très vite coincé. Par exemple, Gmail, tu as 15 gigaoctets de données de stockage et les 15 gigas, tu vas les bouffer très vite et si tu veux aller plus loin, il faudra payer. Même chose pour pas mal d'autres produits. L'abonnement, ça semble être le futur. Il y a aussi certaines tentatives de dématérialisation du matériel carrément. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un ordinateur réel 15 millions qui a de très très fortes performances, dans le futur, il nous faudrait juste acheter un PC moyen, mais qui va se connecter sur un serveur très puissant qui va émuler un ordinateur puissant. C'est-à-dire que tu pourras jouer à un jeu, je parle de jeu parce que c'est ça qui est le plus gourmand en ressources. Tu pourras jouer à un jeu triple A, c'est-à-dire que les jeux de les films de très grands graphismes qui sont très 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 costauds en termes de ressources, qui demandent beaucoup de ressources. Tu pourras y jouer sur une machine très faible, juste parce que la machine est capable de faire du streaming en temps réel. Le jeu est en train de tourner sur un serveur à Francfort que tu as loué et qui a une configuration optimale pour faire jouer ce jeu. Et en fait, tu ne fais que récupérer un flux vidéo avec le serveur et quand tu pousses la souris, l'information s'envoie, etc. Donc, le futur semble être à l'abonnement, au business model de l'abonnement. Et même en Algérie, je pense que c'est vendre juste le logiciel TAC une fois, salam alaikum, c'est pas viable. C'est-à-dire, même si tu payes 100 millions, 200 millions, si tu fais un logiciel, même si tu payes 100 millions, c'est pas intéressant. Le plus intéressant serait de faire un abonnement. Et
plus tu as de clients, plus ils sont nombreux à payer l'abonnement et plus tu as une entrée stable d'argent. Parce que de quand tu payes une fois, شد مد كيما يقولوا 100 مليون حتروح. Une fois que tu as couvert tous les clients, plus personne n'achète, tu as couvert ton segment client, plus personne n'achète, surtout si tu es dans un logiciel spécialisé, dans un B2B un peu assez complexe. Euh, une fois que tu as fait le tour des clients, tu les caches les entrées d'argent, comment tu vas faire pour faire fonctionner ta boîte. Alors que si tu avais proposé un système par abonnement, chaque mois, il te trouve 50, 60, 70 millions constamment. Et sur le long terme, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que si tu faisais, de la vente en one-time fee. Je vends en une seule fois.